Les relations de partenariat et de coopération maliano-indienne plus que jamais solides. Le vice-président indien reçu à Koulouba et à l'Assemblée nationale, justement dans son adresse aux élus de la nation, Mohamed Hamid Ansari a annoncé tout le soutien de son pays à l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali. Le pays du Mahatma Gandhi s'engage également à restaurer la riche culture de Tombouctou. Autre soutien de taille dans cette édition, c'est celui de l'USAID au Mali. L'organisation donne un grand coup de pouce au programme d'urgence pour le renforcement du système judiciaire et la mise en œuvre de l'accord issu du processus d'Alger, avec à la clé plus de 3 milliards de francs CFA. Sikasso abrite un forum régional genre et développement prélude au sommet Afrique-France. L'entrepreneuriat féminin dans le domaine de l'agro-business, clé de l'émergence de l'Afrique, est le thème de la rencontre qui regroupe les associations féminines des cercles de la région. Nous sommes vendredi 30 septembre. Bonsoir à tous. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Et vous avez raison. Audience à Koulouba. Le président de la République a reçu cet après-midi le secrétaire général de l'Union des organisations syndicales africaines et le secrétaire au développement de l'Union européenne. Avec ces deux personnalités, le président Ibrahim Boubacar Keïta, il a été question de la tenue de congrès de l'EUSA et de la coopération Mali-Union européenne. Compte rendu à Lucini Touré. Avec le secrétaire général de l'Union des organisations syndicales africaines, les échanges ont porté sur la tenue prochaine au Mali du 11e congrès de cette organisation. Le secrétaire général dit avoir bénéficié d'une oreille attentive à Koulouba. On est venu déclarer à son Excellence notre intention d'organiser les assises du 11e congrès de l'USA au Mali. Et nous avons trouvé un écho très favorable, ce qui nous honore. Il a exprimé une grande disponibilité pour accueillir les travaux de ce congrès, et aussi nous avons relevé chez lui un grand respect pour les travailleurs africains et pour leur combat. On a convenu donc d'organiser notre congrès au début du mois de mars 2017. Dans nos congrès, nous avons toujours traité les questions d'urgence, les questions d'actualité qui préoccupent le monde du travail en Afrique et tout le continent africain. La question de la paix et de la stabilité sera certainement au menu, et aussi la question du développement. De son côté, le commissaire au développement de l'Union européenne, qui sortait d'une série de signatures de conventions au ministère des Affaires étrangères, a évoqué avec le chef de l'État le contenu de la coopération entre l'UE et le Mali et les perspectives de son amélioration. Ma visite aujourd'hui pour le Mali visait à pouvoir discuter avec son Excellence le Président de la République et des membres de son gouvernement, et cela a été l'occasion de rappeler à quel point l'Union européenne est engagée auprès du Mali, notamment sur la question du développement, de la paix et de la sécurité et l'agenda sur les migrations. Cela a été l'occasion d'évoquer notre coopération sur tous ces sujets et évoquer notamment la façon dont nous pouvons au mieux établir le lien entre la coopération au développement et le contexte plus large dans lequel nous avons véritablement besoin d'un paquet fort, solide et global dans le cadre de notre coopération avec le Mali. Je suis très encouragée par la volonté politique que j'ai pu constater chez le président et les membres de son gouvernement pour consolider la démocratie, pour travailler et œuvrer à la paix et la sécurité, à la réconciliation et à la réintégration économique et sociale. Oui, effectivement, aujourd'hui nous avons signé 6 contrats qui sont la preuve que notre coopération se fait de manière très concrète. Nous avons une enveloppe bilatérale de 615 millions d'euros
qui prévoit des projets qui seront menés en œuvre jusqu'à 2020. Et aujourd'hui, nous avons signé des projets supplémentaires. Grâce au fonds fiduciaire, 90 millions ont déjà été engagés, mais de nouveaux projets sont en cours d'élaboration à hauteur de 60 millions. Des projets qui porteront sur le registre civil, sur le document d'identification biométrique, sur la gestion des migrations, sur la croissance et la création d'emplois, notamment pour les jeunes, et sur la réintégration économique et sociale des migrants. Ce sont donc essentiellement sur des questions de développement qu'ont porté les deux audiences du chef de l'État. Et nous avons ce message de condoléances du président de la République adressé au président de l'État d'Israël. C'est avec beaucoup d'émotion et une grande tristesse que j'ai appris le décès de M. Shimon Peres, ancien président de l'État d'Israël, survenu le mardi 28 septembre 2016 à Israël à l'âge de 93 ans. La disparition de cette figure historique et emblématique de la paix qui a consacré toute sa vie à la recherche d'une solution pacifique au conflit israélo-palestinien constitue une immense perte pour l'État d'Israël ainsi que pour l'ensemble de la communauté internationale. En cette douloureuse circonstance, je voudrais au nom du peuple du Mali, de son gouvernement et en mon nom personnel adresser à votre Excellence au peuple israélien ainsi qu'à la famille durement éprouvée de l'illustre défunt ma profonde compassion et mes condoléances les plus émues. Je salue la mémoire de l'illustre disparu et prie pour le repos de son âme. Et en vous renouvelant ma profonde compassion, je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, les assurances de ma très haute considération, signé Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République. Nous allons justement rester avec le chef de l'État qui a aussi reçu le vice-président indien en visite dans notre pays, même si rien n'a filtré de cette entrevue. L'on suppose que les entretiens ont sûrement porté sur les liens de coopération entre l'Inde et le Mali. Liens de coopération qui vont se resserrer davantage avec ce séjour du vice-président indien. Voilà le vice-président indien reçu cet après-midi par le chef de l'État Ibrahim Boubacar Keïta. Et Sira Bachili nous signale qu'avant de se dire au revoir, les deux personnalités ont échangé des cadeaux. Échange de cadeaux entre les deux personnalités. Séjour du vice-président indien marqué par son adresse aux élus de la nation au cours d'une session extraordinaire de l'Assemblée nationale. À se dire, la République indienne soutient l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali et s'engage à restaurer la riche culture de Tombouctou. Amadou Sankaré nous en parle. C'est l'Assemblée nationale que le vice-président indien a choisi pour s'adresser au peuple malien. C'est pourquoi l'institution a dédié cette journée du vendredi à une session extraordinaire. Dès l'ouverture de cette cérémonie, le président de l'Assemblée nationale a salué les liens d'amitié et de coopération qui existent entre le Mali et l'Inde avant de rappeler la grandeur du peuple indien. La République indienne a été proclamée depuis le 15 août 1947 sous la conduite éclairée de deux grands hommes d'État, le Mahatma Gandhi et le Premier ministre Nehru. Malgré les vicissitudes de l'histoire, les autorités politiques indiennes ont réussi à maintenir le régime parlementaire et la démocratie, ce qui est à saluer. L'Inde est également parvenue, au fil des ans, à se hisser au rang de premier pays émergent grâce aux progrès accomplis dans les domaines économiques et technologiques, sous-tendu par un socle culturel reconnu de par le monde. Chers collègues, mesdames, messieurs, permettez-moi de saisir cette occasion pour magnifier la qualité des relations existantes entre le Mali et l'Inde et dont les racines remontent avant les indépendances africaines, notamment au sein du mouvement des non-alliés. Ce mouvement, inspiré par les idées du Premier ministre indien Nehru, le visionnaire, comptait parmi ses membres les plus actifs. L'un des fils les plus méritants de notre pays, celui-là même qui deviendra plus tard le premier président de la République du Mali, Modibo Keïta.
Parmi les grands axes du discours du vice-président, le renforcement du partenariat entre l'Inde et le Mali à travers le développement des ressources humaines, des infrastructures, de l'énergie, de l'agriculture, de l'éducation, de la santé et de la lutte contre le terrorisme. Lors de son intervention, le vice-président indien a affirmé que son pays soutient l'intégrité territoriale du Mali. En tant qu'amis et partenaires, nous sommes conscients des difficultés récentes rencontrées par le gouvernement et le peuple malien. Nous sommes un ardent défenseur du rétablissement de l'ordre constitutionnel au Mali et de la préservation de son intégrité territoriale. Nous nous réjouissons que la restauration de la démocratie et du renforcement des institutions démocratiques. Nous nous félicitons de la signature de l'accord pour la paix et la réconciliation et nous espérons qu'il conduira au maintien de l'intégrité territoriale, à une paix durable, au développement et à la prospérité. Mon gouvernement apprécie la sagesse des dirigeants maliens qui ont contribué à la signature de cet accord. Parlant du secteur de la culture, Sri Mohamed Hamid Ansari a condamné la destruction des biens culturels de la cité des 333 saints, avant d'affirmer que son gouvernement va aider à faire revivre l'héritage de Tombouctou. Nous sommes profondément attristés par les agissements d'éléments extrémistes qui ont profané et détruit les trésors culturels de la célèbre ville historique de Tombouctou. Le gouvernement de l'Inde condamne avec fermeté la destruction de ces monuments historiques et de ces lieux d'une immense valeur culturelle pour l'ensemble de l'humanité et il est prêt à aider le Mali à faire revivre et rétablir le glorieux héritage de Tombouctou. Vive l'amitié entre le Mali et l'Inde. Auparavant, les deux personnalités avaient eu un tête-à-tête. Et nous avons ce communiqué du président de l'Assemblée nationale qui informe les honorables députés que la cérémonie d'ouverture de la session ordinaire d'octobre 2016 est prévue le lundi 3 octobre 2016 à partir de 17h dans la salle Awa Keïta. Le président de l'Assemblée nationale s'est compté sur la présence effective des honorables députés. La séance est publique. Après cette riche allocution aux élus de la nation du vice-président indien, Awe Touré a recueilli les réactions de la majorité du groupe parlementaire URD et celle du vice-président du groupe d'amitié Mali-Inde. On les écoute. C'était un véritable honneur pour nous. Et ce que j'ai compris de son discours, c'est qu'il a mis l'accent d'abord sur les relations très anciennes entre l'Inde et notre pays. Ça, c'est connu de tout le monde. Il a ensuite mis l'accent sur le désir des deux pays d'œuvrer à l'ancrage de la démocratie dans nos pays. Et j'ai également compris qu'il a véritablement remercié et félicité le Mali pour la signature des accords de paix. Ceci est extrêmement important pour nous. Et ces accords de paix, ils sont prêts à nous épauler pour la mise en œuvre. Et il a ensuite parlé des relations commerciales économiques, je dirais, entre les deux pays. Donc, relations gagnant-gagnant, donc de relations gagnant-gagnant entre l'Inde et le Mali. Et bien entendu, beaucoup d'étudiants maliens sont en formation en Inde. Ceci pour que nous puissions avoir des cadres de qualité bien formés et nous ne pouvons qu'applaudir à cela. Son discours emprunte le changement des rapports de force que l'Inde envisage pour le futur dans le monde et sa coopération avec l'Afrique et particulièrement avec notre pays. Nous avons apprécié sa position par rapport à la gestion de la question du Nord et par rapport aux investissements futurs que l'Inde pourrait apporter à notre pays et à la diversification de nos coopérations dans le monde. Ceci nous donne de l'espoir et doit nous inspirer dans nos relations futures avec le reste du monde. Ça a été un discours que nous avons bien apprécié
et que nous souhaiterions que notre pays saisisse l'opportunité de cette future coopération avec ce grand pays. On se réjouit vraiment du discours du vice-président indien qui nous a confortés. Il a parlé beaucoup de choses sur le plan économique, politique, social, surtout sur le Nord. Il nous a vraiment réconfortés. Il dit que le Mali est indivisible. Donc, il dit qu'il nous soutiendra dans notre effort de lutte contre le terrorisme. Il nous soutient pour la paix. Et le Bureau exécutif national de l'Union pour la République et la démocratie, URD, informe ses militants et partenaires que l'honorable Mahamadou Awa Gassama, député élu à Yélimani, n'a pas démissionné et n'a jamais nourri l'idée de démissionner de l'URD. Il demeure plus que jamais déterminé à œuvrer pour la consolidation des actions de l'URD. Le Bureau exécutif national de l'URD invite donc ses militants et mobilisés. Et nous allons rester avec nos amis indiens. La délégation s'est rendue à la grande mosquée de Bamako pour la prière du vendredi sur place. Mohamed Hamid Ansari a été accueilli par le Premier ministre Modibo Keïta. Avec les Ulmans, ils ont fait des bénédictions pour nos deux pays, des bénédictions de paix, de prospérité et de développement. Voilà, la grande prière de vendredi. Des bénédictions pour le Mali et l'Inde, des bénédictions de paix, de prospérité et de développement. Et après la prière, le vice-président a eu un tête-à-tête avec l'imam de la grande mosquée, Koké et Kali. Prière du vendredi. Lors de son séjour au Mali, le vice-président indien a été accompagné de son épouse. Salma Ansari a visité ce matin les locaux de l'Association malienne de lutte contre les déficiences mentales, Amaldem. Pour l'occasion, c'est l'épouse du Premier ministre, Keïta Adam Diakité, qui guidait Madame Ansari. Cette dernière a félicité le travail remarquable du personnel de la structure. La visite a été suivie par Khadija Toukone. Au moment où le vice-président indien était devant les députés de l'Assemblée nationale, son épouse, elle, était du côté de l'Association malienne de lutte contre les déficiences mentales, Amaldem. Salma Ansari était l'hôte de l'épouse du Premier ministre malien, Keïta Adam Diakité, pour cette visite. Arrivés sur les lieux, les deux personnalités ont pu visiter les locaux de cette structure qui accueille 479 enfants, dont 299 déficients mentaux. Une structure qui rencontre aujourd'hui des difficultés. Nous avons un problème de transport. Nous avons un grand problème au niveau des ressources humaines qualifiées. Malgré ces difficultés, les deux épouses ont été émerveillées par le savoir-faire de ces enfants déficients mentaux. Et pour améliorer leur prise en charge, Salma Ansari a remis une enveloppe de $5 000, soit environ 2 500 000 francs CFA. Nous aimerions permettre à beaucoup plus d'enfants d'accéder à l'éducation parce que l'éducation est quelque chose de très très important. La chance est avec ceux qui sont éduqués et donc voilà, l'enseignement est très important et l'école est très importante. Elle souhaite qu'il y ait beaucoup d'enfants dans cette école qui étudient et qu'il y ait du succès derrière tout ça. Avec cette visite, le Mali et l'Inde se donnent la main pour lutter contre les déficiences mentales. C'est le début d'une coopération qui pourra être beaucoup plus fructueuse par rapport au domaine du développement social globalement et au problème au domaine de la promotion des personnes handicapées en particulier. Mais ce que je voudrais ajouter, c'est l'intérêt de Madame l'épouse du Premier ministre, dont beaucoup savent qu'elle a consacré toute sa vie active à la promotion des personnes handicapées globalement, à la promotion des enfants frappés de handicap physique en particulier. Elle a travaillé tout le temps au niveau du CRHP, puis ensuite au niveau des autres instances suivies. Donc elle était en terrain connu. Créée en juillet 1984, l'Amaldem accueille les enfants souffrant de déficience mentale en vue de faciliter leur insertion socio-professionnelle. Et depuis sa création, plus de 4000 enfants venant de toutes les régions du Mali et même des pays de la sous-région y ont été pris en charge.
À présent, sur un tout autre plan, signature de convention ce matin à Koulouba entre le ministre des Affaires étrangères et le directeur de l'USAID au Mali. Plus de 3,7 milliards de francs CFA. C'est le montant destiné pour soutenir le programme d'urgence pour le renforcement du système judiciaire et la mise en œuvre de l'accord issu du processus d'Alger. Suleiman Kenza Sidibé, les détails. L'échange des documents a eu lieu entre le ministre des Affaires étrangères, la coopération internationale Abdoulaye Diop, l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique et le directeur de l'USAID au Mali. C'était en présence du ministre de la Justice et garde des Sceaux. Ces fonds mis à disposition doivent aider le pays dans sa réforme du système judiciaire, la lutte contre l'extrémisme violent. Il s'agira également du renforcement du pays dans ses efforts pour la paix. Je veux réaffirmer à nouveau l'amitié et le partenariat des États-Unis envers le Mali. Nous voulons voir un Mali fort, sûr et prospère. Le geste est si important qu'il est question d'assistance dans les secteurs sensibles, très sensibles pour la stabilisation du Mali. Le gouvernement et l'ensemble des services techniques maliens mettront tout en œuvre pour une exécution diligente et correcte de cette contribution importante à la stabilisation du Mali. Pour un programme aussi important, qui a une incidence particulière sur des secteurs aussi sensibles que la justice, les questions liées à l'extrémisme, les questions liées aux sources du conflit, aussi qui permettront aussi de renforcer le capital humain dans ce pays. Ces fonds s'inscrivent dans des programmes nés de l'initiative du président des États-Unis d'Amérique sur la gouvernance et la sécurité pour le Mali. Demain, 1er octobre, marquera le top départ des activités du mois de la solidarité. Pour l'occasion, le ministre de tutelle, Amadou Konaté, a adressé un message. Le ministre Konaté parle des grandes lignes de cette 22e édition. C'est au micro de Adama Koulibaly. La solidarité, moteur d'un développement durable. Ce thème est assez évocateur car il s'inscrit dans la politique du gouvernement visant un développement harmonieux de notre pays et une participation active de tous ses enfants et une mutualisation de tous leurs efforts afin que toutes les couches de notre pays bénéficient du confort, du bien-être et du développement que nos hautes autorités ambitionnent pour nous. Le choix du parrain de cette édition s'est porté sur un illustre homme de notre pays, un patriote émérite. J'ai nommé Monseigneur Jean Zerbo, dont les qualités personnelles, l'abnégation et le sens de la responsabilité ont été des valeurs qui ont fortement inspiré bon nombre de nos concitoyens. Visite à la préfecture de Kati du ministre des Domaines de l'État et des Affaires foncières. Le but de la visite était d'échanger avec les agents en charge du foncier à Kati afin d'assainir le secteur. Le point de la visite avec Al-Joumatina. Visite de travail du ministre des Domaines de l'État et des Affaires foncières dans le cercle de Kati. Mohamed Ali Bachili, accompagné de certains responsables de son département, voulait, à travers cette démarche, s'enquérir des conditions de travail de l'administration préfectorale. Kati est sûrement et de loin le plus gros guichet foncier en ce moment quant à l'émission des documents fonciers. De ce fait, nous étions venus auprès de notre antenne des domaines ici parce qu'elle est toujours sollicitée dans les cas de litige pour donner des informations et parfois nous avons difficilement accès à ces informations-là. Avec les acteurs fonciers du cercle des Kati, le ministre est revenu sur la problématique du domaine dans notre pays avant de mettre l'accent sur les nouvelles réformes en cours. L'État s'oriente vers une rationalisation de la gestion du foncier et nous sommes sur le point de mettre en place une direction nationale du cadastre et une direction nationale du foncier. Lorsqu'on parle de cadastre, on parle précisément de ces archives-là qu'il faut faire entrer dans les cadastres
Et donc les domaines sont en train d'essayer de recouvrer la plénitude de leurs compétences en matière de gestion du cadastre et des documents fonciers. Il y avait beaucoup de lacunes dans la gestion de ces archives-là qu'il fallait informatiser. Il y avait des cas de double emploi qui étaient créés sciemment. Et aujourd'hui, grâce à l'informatisation, on est en train de résoudre tous ces problèmes. Par rapport au chef du bureau spécialisé et des domaines de Kati, on n'a rien à cacher dans les archives. Les réformes en voie participent à l'apaisement du pays, puisque selon Maître Mohamed Ali Bathily, la terre ne doit plus être source de conflit, mais plutôt de développement. Série de rencontres du Collège des membres de la Haute Autorité de la Communication du Mali. La HAC échange avec les associations patronales de la presse et les associations professionnelles de journalistes. Objectif, faire le compte-rendu des travaux de la première session ordinaire de la HAC, session au cours de laquelle plusieurs résolutions ont été prises pour réguler le secteur de la communication au Mali. Le reportage de Agibou Koulibaly. 2 décennies après la libéralisation de l'espace médiatique audiovisuel au Mali, on constate un véritable désordre dans le secteur. La mise en ordre est donc urgente et impérative. Pour réussir et donner une réponse adéquate aux nombreuses préoccupations, cette série de rencontres a été initiée par la Haute Autorité de la Communication afin de mieux cadrer le secteur. En ce qui concerne les radios privées, nous avons identifié les problèmes. Les radios aujourd'hui qui émettent sur la base d'arrêtés interministériels. Les radios qui émettent sur la base d'autorisation provisoire. Les radios qui émettent sans aucune autorisation. 4. Des radios qui sont en situation régulière. Et enfin, il y a ce qu'on appelle les radios internationales. Donc à ce niveau, nous avons voulu trouver une solution à chaque situation. Les uns et les autres ont émis des préoccupations. Ils ont aussi pris l'engagement d'accompagner la HAC dans sa mission. La Maison de la Presse a vocation effectivement à former la presse malienne pour qu'elle participe de façon positive à l'ancrage démocratique, à l'affirmation des droits de l'homme. Et donc, nous ne pouvons qu'accompagner la HAC. Notre rôle, d'abord, c'est d'apporter notre contribution à l'organisation du secteur médiatique malien. Ça donne vraiment l'espoir. Tout ce qui a été programmé, si ça se passe comme ça, je crois que le monde des médias vraiment va avoir un avenir meilleur. Pour le président de la Haute Autorité de la Communication, l'assainissement du secteur est un challenge gagnant-gagnant qui permettra aux acteurs des médias d'aller vers plus de professionnalisme, de rigueur et de responsabilité. Et on quitte Bamako, tenu d'une concertation à Likrakar, région de Tombouctou, ceci dans le but d'attirer l'attention des autorités nationales des difficultés au sein du mouvement arabe de l'Azawad, MAA, et de la plateforme. Un document contenant les doléances des combattants a été remis aux responsables du MOC, nous dit Yéa Tandina. C'est au cours d'une concertation entre branches politiques et branches armées du mouvement arabe de l'Azawad, MAA, tenu à Hasbaïhi, près de l'Ikrakar, région de Todeni, qu'une série de doléances a été remise au mécanisme opérationnel de coordination. Pour les combattants de la plateforme, certains responsables tentent de les désorienter. Ces derniers attirent l'attention des autorités nationales. On ne peut pas me venir ou bien me tomber dans une piège qu'il est en train de... Certaines personnes individuelles, qu'il est en train de chercher leurs intérêts personnels, qu'il veut nous empêcher aujourd'hui, ou bien qu'il veut nous tomber dans les pièges, qu'il veut gâter ce processus, ou bien cette procédure de la paix. Pour ça qu'on est venu aujourd'hui, tous, on a retourné au terrain pour militer et m'assurer notre sécurité de ce mouvement et son objet. On veut nos droits les plus absolus, on est toujours des Maliens, on est avec les Mali. Les Mali est indivisible, on est pour ça. On a commencé par ça, on va finir par ça. Mais j'aime en témoigner. L'État, la population malienne, la communauté internationale, d'essayer de se pencher un peu pour voir ce qui se passe au côté ouest de la MAA. Et on n'est pas d'accord. Les doléances contenues dans un document ont été remises par le chef d'état-major aux responsables du MOC pour acheminement aux autorités compétentes. Nous sommes venus aujourd'hui ici pour venir prendre les doléances du MAA plateforme du main du chef d'état-major
et de son ingénieur Mohamed Lemine pour les remettre aux autorités compétentes du Mali, et au gouvernement et à la MINUSMA. Pour la circonstance, les combattants du MAA Plateforme sont venus de partout, Lernap, Gundam, Léré et Likrakar. Coup d'envoi à Sikasso des activités préparatoires du sommet Afrique-France. C'est à la faveur du Forum régional genre et développement avec comme thème l'entrepreneuriat féminin dans le domaine de l'agrobusiness, clé de l'émergence de l'Afrique. La cérémonie de lancement a regroupé les associations féminines des cercles de la région, nous précise Fatoumata Diallo. Elles étaient toutes là, les organisations féminines de la région de Sikasso, évoluant dans les domaines de l'agriculture et de l'entrepreneuriat au Forum régional genre et développement. L'événement, qui vient en prélude au sommet Afrique-France, vise entre autres à renforcer leurs capacités managériales, d'où le thème « Entrepreneuriat féminin dans l'agrobusiness, clé de l'émergence de l'Afrique ». À partir d'un certain nombre d'institutions comme la Banque africaine de développement, la Banque mondiale et autres. Et toutes les données qui sont là attestent que c'est le secteur agricole qui porte la croissance en Afrique. Et quand on interroge les mêmes données statistiques, on trouve que les femmes sont au cœur donc, de cette production et de cette productivité agricole. 70% parmi les femmes sont dans ce secteur-là et elles produisent près de 80% de ce que nous consommons. Cette rencontre d'envergure, marquée par des exposés sur l'état des lieux de l'entrepreneuriat et l'accès aux ressources productives, suivis de débats et de travaux de groupe, constitue, selon les participantes, une véritable tribune d'expression qui leur permettra de faire étalage des problèmes auxquels elles sont confrontées. Nous sommes confrontés à beaucoup de problèmes, des contraintes d'équipement, de foncier. On n'a pas la terre. Nous produisons nos produits ici, mais ces mêmes produits sont présentés dans d'autres pays avec d'autres noms que le nom de notre pays qui est le Mali. Ça, c'est très très grave. Tenue à Bamako de la première réunion de la commission tripartite Mali-Mauritanie-HCR sur le rapatriement volontaire des réfugiés maliens vivant sur le territoire mauritanien. La rencontre a adopté le règlement intérieur de la commission et mis en place le groupe de travail technique. Cette réunion, on vous le signale, fait suite à la signature le 16 juin dernier à Nouakchott de l'accord tripartite entre le Mali, la Mauritanie et le HCR. Nous, Sissoko, reportage. L'adoption des règlements intérieurs et la mise en place du groupe de travail technique. Ce sont là les grandes lignes issues des travaux de la toute première réunion de la commission tripartite Mali-Mauritanie Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, HCR, sur le rapatriement volontaire des réfugiés maliens de Mauritanie. Les trois parties se sont félicitées du climat de bonne coopération qui a dominé les travaux et recommandent de poursuivre les efforts permettant le rapatriement volontaire des réfugiés maliens vivant en Mauritanie dans leur pays, dans la dignité et la sécurité. Je voudrais sincèrement féliciter le Mali et la Mauritanie et le Haut Commissariat des Nations Unies pour la signature de l'accord tripartite pour le rapatriement volontaire et la réintégration au Mali de plus de 40 792 réfugiés maliens vivant en Mauritanie. Le gouvernement malien a enregistré des avancées dans le processus de rapatriement volontaire des réfugiés, selon le secrétaire général du ministère de la Solidarité et de l'Action humanitaire. La mise en œuvre de certaines stratégies a permis de faire retourner de 2013 à nos jours 477 231 personnes déplacées internes et 52 028 rapatriés volontaires. Ces personnes déplacées ont bénéficié d'une assistance alimentaire, non alimentaire et d'activités génératrices de revenus. La signature le 16 juin 2016 à Nouakchott de l'accord tripartite Mauritanie-Mali-HCR pour le retour volontaire des réfugiés maliens dans leur pays, qui constitue le cadre juridique fixant la stratégie globale et les obligations des parties. La tenue de cette première réunion tripartite est saluée par les parties prenantes, car elle pose les bases du retour des réfugiés, qui est un enjeu dans la consolidation de la paix. La prochaine réunion de la commission est prévue à Nouakchott en Mauritanie.
L'opposition républicaine et démocratique et la société civile malienne organisent une marche demain samedi. Suite à cette marche, l'association citoyenne de soutien à Amadou Toumani Touré, ACS-ATT, se désolidarise de la marche prévue demain samedi et initiée par les partis de l'opposition. Le président de l'association, Aman Touré, invite tous les amis de l'ancien chef de l'État à rester à la maison. Il réaffirme que des concertations sont en cours pour le retour de ATT. Nous vous proposons un extrait de cette déclaration, des propos recueillis par Agali Aga Aguissa. L'ACS-ATT a appris que l'un des motifs de la marche du samedi 1er octobre 2016, organisée par des partis politiques de l'opposition, est le retour d'ATT. L'ACS-ATT rappelle que le retour de l'ancien président de la République Amadou Toumani Touré est une question nationale sérieuse qui s'inscrit dans la dynamique de réconciliation nationale, dynamique qui conduit avec bienveillance et bonne foi les plus hautes autorités du pays et des forces vives de la nation. L'ACS-ATT déplore que le retour d'ATT au Mali puisse être utilisé comme fonds de commerce politique au détriment des vrais intérêts de l'intéressé et de la nation. L'ACS-ATT réaffirme sa confiance en la démarche nationale, incluant les autorités, les institutions et l'ensemble du peuple malien. Cette démarche conduite de bonne foi en est la seule valable pour faire du retour du président ATT un facteur de paix, une occasion de retrouvailles au lieu d'une occasion de division des Maliens. L'ACS-ATT rappelle que l'ancien président ATT n'a en aucun moment demandé à un quelconque parti politique de faire son retour au Mali un objet de contestation ou de polémique inutile. Aman Touré, le président de l'ACS-ATT. Et par rapport à cette marche, nous avons cette déclaration. Le comité exécutif national du Conseil national de la jeunesse, CNJ Mali, a appris avec une grande indignation que certains de ses démembrements à Bamako ont été démarchés par des hommes politiques pour mobiliser leurs militants pour une marche devant se dérouler demain samedi 1er octobre 2016. Le CNJ Mali regrette en outre les interférences des états-majors politiques dans le renouvellement de ces structures de base, créant parfois de conflits douloureux entre les jeunes. Le CNJ Mali rejette et dénonce de telles attitudes. Le CNJ Mali rappelle à tous son caractère apolitique, impartial et non partisan. Le CNJ Mali prie les hommes politiques de respecter ces dispositions internes et de cesser toute tentative de l'impliquer dans leurs manifestations politique. La jeunesse doit être préservée et ses intérêts respectés sans calcul pour le bien de la nation, signé Mohamed Salia Touré, président du CNJ. Et nous avons ce communiqué du bureau de coordination de l'AEM qui informe ses militants et l'opinion nationale que depuis un certain temps, les responsables des comités de l'AEM à Bamako et environnant font l'objet de sollicitations de la part d'hommes politiques pour participer à une marche demain samedi 1er octobre 2016. Le bureau de coordination de l'AEM condamne de tels actes de politisation de l'espace scolaire et universitaire. Le bureau de coordination de l'AEM se démarque clairement de toute manifestation aux fins politiques et rappelle que l'AEM est et demeure apolitique au service exclusif des intérêts de ses militants. Le bureau de coordination demande aux hommes politiques de se tenir éloignés des franchises universitaires. Le bureau de coordination de l'AEM invite ses militants à la vigilance et au discernement afin de ne pas être déviés de leur objectif naturel, signé Abdul Salam Togola, le secrétaire général du bureau de coordination de l'AEM. Le monde de la culture est en deuil. Le joueur de Ngoni, Moriba Keïta, n'est plus. Il est décédé en France des suites d'un AVC. Ses obsèques ont eu lieu à Nyamakuru. Al-Jumatina était présent.
C'est au cimetière de Niamakoro en commune 6 que repose désormais Moriba Koïta. Joueur de Ngoni, c'est des suites d'un AVC que l'artiste est décédé en France. Ancien sociétaire de l'ensemble instrumental dans les années 1980, Moriba Koïta, certes moins connu par la nouvelle génération, mais faisait partie du cercle restreint des meilleurs joueurs de Ngoni dans notre paysage culturel et artistique. Il a exercé tellement bien cet instrument que ça lui a valu, moi je dirais, le titre de un des maîtres du Ngoni quand même. Tous les joueurs de Ngoni se sont unanimes là-dessus. Il avait un toucher particulier et qui a traversé les océans. Moi-même, j'ai fait l'album d'un des plus grands pianistes au monde qui est Hank Jones, et tous les titres, Sarala Mamadou ou bien Danama, c'est Moriba qui joue. J'ai travaillé avec lui au sein de l'ensemble instrumental national. C'était aussi un pionnier parce qu'il a servi le pays. Il était très vertueux et il a même influencé certains artistes qui se sont référés de sa façon de jouer. Décédé à l'âge de 68 ans, Moriba Koïta, natif de Konkono dans la région de Koulikoro, a énormément brillé sur la scène internationale et a également accompagné plusieurs artistes maliens et d'autres pays, entre autres Amin Koïta, Makouyaté et Sekouba Bambino. Moriba Koïta laisse derrière lui 8 enfants. Voilà, Moriba Koïta, que son âme repose en paix. Amen. Demain, 13h, Rachel Tessougué. Je serai là à 20h pour la grande édition, j'espère. Bonsoir à tous. Merci à nos téléspectateurs de Kouliko.